Salut Alex, comment tu vas? Ça va super bien, super content d'être ici. Ouais, grave, moi aussi. Deuxième fois que tu viens sur Clé de voûte, Alex. Je crois que ton dernier épisode est sorti il y a un truc comme 1 an et demi, où tu viens nous raconter le début de Sunday, comment t'as lancé le MVP en 1 mois. Et il se passe du coup quelques mois, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et Beaucoup d'eau dessus de moi aussi. beaucoup d'eau dessus de toi aussi. Et surtout, on avait continué à discuter. Tu m'avais dit que toi, globalement, tu vois, tu as pris vachement de recul sur ce qui s'est passé, à la fois dans ton expérience sur Sunday, mais aussi après, tu vois, et que tu as voulu documenter un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes ces étapes franchies, peut-être les enseignements que tu as tirés. Et on s'est dit ensemble, mutuellement, qu'on pouvait en faire un épisode trop cool où tu pourrais partager une dizaine tu vois, de leçons qui viennent du terrain, quoi. Avec grand plaisir. Eh ben écoute, trop cool, on va se faire ça. Alors ça va être un épisode où on va essayer d'enchaîner, de rebondir un petit peu sur chaque leçon. Bien sûr, on a préparé de notre côté des choses qui vont franchement sur des trucs, des terrains qui sont très théoriques, comme très humains, de recrutement, etc., comme on a dit en intro. Alors déjà, peut-être parler un petit peu de Sunday rapidement pour qu'on remette un peu dans le contexte. Je pense qu'on va y faire pas mal de références pendant tout l'épisode. Peut-être si tu peux nous dire en 2 lignes un peu ce que c'est pour les gens qui connaîtraient pas la boîte. Sunday, ça s'écrit sur un principe simple, qui est que le moment du paiement au restaurant, c'est pas un moment sympa. C'est un moment où tu attends l'addition, c'est un moment où tu demandes la machine des cartes bleues, c'est un moment où tu dois diviser l'addition, et il y a quelqu'un qui a oublié de payer un coca. C'est un moment de friction dans le restaurant, et le but c'était d'enlever ça en mettant des QR codes sur les tables et en permettant aux clients de payer l'addition eux-mêmes, plutôt que d'avoir à demander l'addition au serveur et de la payer ensuite avec la machine à carte bleue. Ouais, donc vous aviez créé un petit module qui était un QR code en physique du coup sur les tables. Toi, tu passais en tant que client avec ton téléphone, tu scannais le QR, tu arrivais sur une application, un parcours, où tu pouvais directement payer en quelques clics ton addition, quoi. Exactement. Et après ça se dérive en plein d'autres trucs. Tu peux bien évidemment mettre une revue sur le restaurant, tu peux accéder à des programmes de loyalty, etc. Il y a pas mal de trucs qui se construisent autour de ça, mais le moment clé, c'est le moment du paiement. Ouais. Et alors pour les gens à nouveau qui ne connaîtraient pas Sunday, il y a au-delà de l'application et du parcours pour un client du restaurant, il y a aussi toute une appli, un soft qui a été créé pour les restaurateurs directement, qui avait aussi à gérer leurs transactions, qui avait aussi à gérer, j'imagine, c'était raccordé un peu au plan de table, pour savoir qui a payé, qui n'a pas payé, c'est ça? C'est ça, en fait, globalement, quand tu rentres dans le restaurant, c'est un environnement extrêmement difficile, où ça va très 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 vite et il ne faut pas perdre de temps. Et donc tu peux pas arriver et commencer à leur vendre un software où tu leur rajoutes beaucoup de travail. Donc il faut s'intégrer dans les opérations, et donc notamment il faut aller s'intégrer, ce que Sunday a fait, au POS. Donc le POS, c'est la machine, c'est le logiciel de caisse, si tu veux, qui gère les additions, qui gère les tables, etc. Et donc tu vas t'intégrer ça, c'est là où tu vas récupérer l'addition, c'est là aussi où tu vas solder l'addition une fois qu'elle est payée par les clients Sunday, c'est là où tu vas notifier le serveur pour lui dire que l'addition est payée, etc. Ça, c'est important ce point parce que peut-être que tu vois, quand on imagine que quand tu pitches Sunday et que tu dis que c'est qu'une application, tu te dis, ok, c'est assez simple, il y a une interface à faire, il y a un parcours à faire. Et en fait, on comprend vite, quand tu expliques comment est fait tout le système, qu'il y a des flux de paiement, des connexions entre différentes applis. Et en fait, c'est quasiment du multiproduit dès le jour 1 quand tu dois lancer ce produit, quoi. Absolument. Les POS, c'est des systèmes complexes parce que ça gère notamment la taxe, ça gère le paiement, etc. Donc il faut vraiment la traçabilité. Donc du coup, s'intégrer avec ces POS-là, sachant que l'écosystème est quand même relativement fragmenté, c'est beaucoup de travail. Je disais en intro que toi, ça a été très vite, puisque la boîte a été fondée, je crois que c'était en 2020, début 2020, c'est ça? Fin 2020. Fin 2020. Et donc toi, en quelques mois, en l'espace de 18 mois de mémoire, avec les fonds reçus et l'attraction finalement commerciale de Sunday, vous arrivez à construire une équipe de plus de 20 PM, c'est ça? C'est ça, on est allé jusqu'à 25 PM, ouais. Et donc j'imagine que toi, tu as vécu, ça a été vraiment très très rythmé, hyper intense, et que tu as vu, tu as recruté beaucoup de PM, tu as sans doute vu des progressions très différentes, des manières de penser très différentes. C'est quoi peut-être le conseil que tu donnerais, tu vois, à un PM, et peut-être que tu as donné à l'époque à tes PM pour grandir? Alors, je pense que c'est pas un conseil qui est spécifique à l'hypercroissance. Je pense que le truc le plus important, si tu as envie d'avoir une carrière sympa et de grandir, c'est de savoir prendre les opportunités quand elles arrivent. Je vais te prendre un exemple assez personnel. Fin 2020, donc si tu veux, c'est le Covid, c'est le confinement. Je vivais en Suisse, je bossais pour donc la Scale-Up Scandit. J'avais un bon boulot sympa de senior PM là-bas. Dans les montagnes. Dans les montagnes, et bien payé parce que c'est la Suisse. Et je romps, ma copine et moi rompons nos fiançailles. Et je décide de rentrer en France parce que c'est là que j'ai mes amis, c'est là que j'ai ma famille. Donc globalement, si tu veux, j'ai changé ma vie. Ma vie a changé de tout au tout. Et le seul truc qui est stable dans ma vie, c'est mon job, que j'aime bien et qui est confortable. Et donc c'est le dernier truc que j'ai pas envie de changer.
par hasard, je parle à Victor Luger. Donc Victor Luger, qui est à l'époque cofondateur et CEO des restaurants Big Mama. Et il m'explique son idée pour Sunday, ce qu'il veut en faire, etc., sa vision, comment ça peut grandir et devenir un truc, une machine énorme. Et il cherche quelqu'un pour l'aider d'abord à lever les fonds, puis ensuite créer la boîte. Et là, je me retrouve sur un dilemme où je suis à une période dans ma vie où je suis pas prêt du tout. Mais alors du tout à prendre des coups. Je suis pas prêt à prendre des coups professionnellement, j'en ai pris suffisamment personnellement et j'ai pas envie d'en prendre. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de tourner le dos à un truc que je sais que je vais regretter. Et c'est juste pas le bon moment. Mais ce genre d'opportunité, quand je vois Victor Luger, quand je vois ses qualités, notamment ses qualités de vision, ses qualités à penser toujours plus gros, à aller toujours plus loin, qui sont des qualités que à l'époque j'avais vraiment pas. Et j'avais envie d'acquérir. J'avais vraiment envie d'y aller. Et donc du coup, je me trouve un peu comme ça. Et en fait, gros dilemme quoi pour toi. Énorme dilemme. Et je me retrouve dans la même situation que quand j'étais petit dans un parc d'attractions aquatiques. Si tu veux, tu vas en haut du plongeoir de 10 mètres ou en haut du toboggan. Et là tu te dis, t'as pas envie d'y aller parce que t'es petit, t'es mort de trouille, c'est trop haut et tout. Mais ce que j'avais encore moins envie de faire, c'était de tourner le dos et de redescendre les escaliers et de faire le walk of shame. Parce que un peu d'ego, parce que truc, mais aussi parce que fondamentalement, j'avais pas envie de rentrer chez moi et de me dire je l'ai pas fait, c'est dommage. J'avais envie de rentrer chez moi et de me dire je l'ai fait, c'est cool. Et donc là, c'était exactement pareil. J'ai appelé Victor et je lui ai fait tu sais quoi, vas-y, on y va, même si j'avais pas envie. Donc ensuite, c'est allé très très vite. Donc Victor et Christine, qui sont les deux cofondateurs, donc il y avait Victor à Londres, Christine aux US, et puis moi dans ma chambre à Paris en confinement. On a commencé à bosser sur les slides, on a commencé à parler aux investisseurs. Quand ça a commencé à sentir bon, il y a Victor et Christine qui ont activé leur réseau. Ils nous ont trouvé des tonnes de gens talentueux pour rejoindre l'aventure, ce qui fait que, si tu veux, même avant qu'on ait fini de lever les fonds et même avant qu'on ait une existence légale, il y avait 30 personnes qui avaient toutes un job avant, un super job, etc., Uber ou d'autres super boîtes, qui avaient quitté et qui étaient déjà prêtes à bosser pour Sunday. Donc quand on avait notre slide The Team, on allait voir les investisseurs et les investisseurs disaient mais ces gens-là, vous les payez comment ? Et là, tu leur fais, bah non, il y a ces 30 personnes-là qui ont 10 000 autres opportunités, elles ont déjà quitté leur boîte, elles viennent déjà sur Sunday. Donc comment ça s'est passé ? Ça, c'est quoi ? C'est Victor qui amène et toi qui amène cette. Ah non, moi. Ou... J'aimerais bien, moi. Parce que là, vous êtes trois à l'époque, il y a Christine, c'est ça, Victor, mais qui sont à distance, tu vois ? Ouais. Non, mais Victor, c'est un mec incroyablement magnétique qui sait attirer les talents et les gens ont envie de le suivre, quoi. Okay. Les gens ont envie de le suivre et donc il a ramené tous ces gens-là. Et puis après, quand on a 10, déjà, d'un seul coup, t'as une émulation qui se crée, quoi. Et donc voilà, on est arrivé à ça, on a levé l'argent, donc 24 millions, 100 millions assez rapidement, parce qu'on avait des très bons résultats en termes de croissance. Le jeu à l'époque, là, avant la crise tech, c'était vraiment de faire de la croissance, on avait des bons résultats. Donc on va très vite, on recrute énormément évidemment, donc on est passé à 430 en l'espace de 18 mois, ce qui était complètement dingue. Moi je suis passé à 25 PM, il y avait 130 devs à côté de moi. Donc tout ça c'était fou. Après bien évidemment en mi-2022, si tu veux, tu as nos investisseurs qui nous appellent et qui nous disent les gars, la tech ça va plus être la même chose, l'argent il y en a plus comme il y en avait avant. Il faut que vous calmiez tout de suite et il faut que vous corrigiez le tir. C'est plus le jeu de la croissance, c'est le jeu du business model et c'est un autre jeu avec des autres règles. Donc là, évidemment, on l'a pris plein de fouets parce que les boîtes comme nous, c'était des boîtes qui vraiment jouaient à fond le jeu de 2020-2021 et qui n'est pas du tout le même que celui de 2022. On a beaucoup dégrossi, malheureusement. On a dû laisser partir énormément de gens qui étaient excellents. Mais une fois qu'on a fait ça, globalement, on a stabilisé notre runway. On a stabilisé, donc runway, c'est le temps que tu as avant de ne plus avoir de cash. Donc on a stabilisé ce chiffre-là et puis après, si tu veux, mon job était presque devenu plus intéressant parce qu'avant, en tant que CPO d'une boîte en hypercroissance, ton job c'est principalement de l'organisationnel. Tu recrutes énormément, tu crées des process qui permettent de gérer le fait qu'avant tu avais 2 personnes qui se parlaient entre elles, le lendemain tu as 2 équipes, donc comment tu fais pour ne pas avoir de cycle de connaissances, etc. Donc ton job c'est beaucoup de problèmes liés à l'orga. Après ça, en fait, tu as des ressources qui sont données, un cash qui est donné, un budget, une équipe donnée. Et là, ton rôle, il devient un peu différent. Il est, en fait, notre but, c'est de créer un vrai business model. Comment on fait pour créer un produit qui soit aussi intéressant que possible, de manière à ce que les gens ils aient envie de payer et que quand ils payent, ça paye nos salaires. Et ça, franchement, pour moi, c'est presque un problème plus intéressant. Donc, on a un peu divergé, mais pour revenir,
je pense que le truc que je dis aux gens, c'est que cette expérience était incroyable. Et elle n'est pas arrivée au bon moment pour moi, personnellement, et je l'ai prise parce que je voulais pas vivre avec des regrets. Et je pense que si les gens ont envie de vivre des trucs importants dans leur vie, il faut savoir prendre les opportunités, même si elles n'arrivent pas forcément au moment où tu t'y attends. C'est ça que tu donnerais comme conseil à tout PM qui souhaite grandir, c'est de vivre, tu vois, de saisir les opportunités, même si on se sent un peu stressé, tu vois, un peu fragile dans certains moments. Et tu penses que il n'y a rien de pire que justement de ne pas saisir ces opportunités-là parce qu'il y a des contextes où on pense qu'il ne faut pas y aller? Rien de pire. Non. Hein. Il y a autre chose dans la vie que faire une carrière et vivre des moments de dingue au boulot. Hein. On peut prioriser d'autres choses. Après, je pense que les gens qui ont envie de vivre des trucs au boulot, ouais, il faut savoir pousser, et pas que les PM d'ailleurs, hein, à peu près tout le monde. Ok, hyper clair. Avec tout ce que tu nous as dit là, je comprends que globalement, comme je disais au début, ça a été hyper intense. Il y a eu sans doute des erreurs dans le lot, tu vois, il n'y a pas que des succès forcément dans une aventure pareille, avec un rythme pareil. Tu vois, dans l'écosystème produit, on parle beaucoup d'appliquer le bouquin, tu vois, la théorie des bouquins. Peut-être que pour certains, c'est pour se rassurer, d'autres, c'est vraiment un guide, tu vois, dans leur quotidien. Toi, j'imagine que quand tu as une telle intensité de travail, tu vois, avec tes équipes, t'as pas forcément le temps de réfléchir. C'était quoi ce qui te poussait et à quoi tu te rattachais? Est-ce que tu te rattachais justement à ce que tu as appris peut-être avant chez Scandit ou dans des précédentes expériences et donc un petit peu du by the book, tu vois, du bouquin? Ou est-ce que vraiment t'y allais, t'y réfléchissais pas et t'y allais comme tu pouvais, quoi? Je pense que tu essayes toujours de réfléchir quand tu bosses, sinon t'es mal barré. Mais en effet, t'as pas grand-chose à quoi te rattacher quand t'es dans un environnement comme ça, avec une croissance comme ça. Il y a très peu d'exemples. Il y a très peu d'exemples qui existent sur le fait de faire ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens nous ont dit vous allez vous planter, vous allez avoir votre productivité, elle va exploser parce qu'en fait, vous êtes plus pas capable de gérer l'overhead d'une telle croissance. Ils ont eu tort, ces gens-là. Franchement, ils ont eu tort. Bien sûr qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, bien sûr qu'on a galéré comme des chiens. Mais à la fin, d'ailleurs pendant et puis durant toute l'expérience, il n'y a pas un moment où on n'a pas constamment amélioré notre productivité, où on n'a pas constamment amélioré nos process, où on n'a pas constamment fait en sorte que chaque individu puisse apporter plus de valeur. Donc tu vois, je te prends l'exemple, après 18 mois, donc voilà, 120 devs, 25 PM, donc c'est un truc de malade. Et je pense qu'on mettait facilement en prod 5 fois par jour et on était capable de faire 3 MVP en un mois. Donc voilà, et on n'était pas ralenti par le fait d'avoir grandi très vite. Par contre, ouais, ça a été dur et t'as pas grand-chose sur lequel il faut te rattacher, donc du coup, t'es obligé en permanence d'aller retrouver des solutions. J'allais te le dire, ça c'est hyper impressionnant d'un point de vue performance, tu vois, et impact, j'imagine, sur le produit. Par contre, c'est épuisant de tenir ce rythme avec autant de monde, que ce soit pour un manager comme toi, mais pour tous les gens qui sont dans la boîte, tu vois. Ah ouais, c'est... Comment tu fais sur le long terme, en vrai, tu vois, pour tenir un peu cette cadence moi personnellement, après 3 ans, j'ai quitté Sunday parce que j'étais plus capable de tenir la cadence. Il y a des gens qui sont là depuis le début et qui tiennent encore très bien la cadence et qui performent super bien. Donc je pense que ça dépend des gens. Je pense que globalement, tu peux tenir la cadence si tu sais pourquoi tu es là. En tout cas, ça aide énormément. Si tu sais pourquoi tu es là, si tu es excité par la mission, si tu es excité par tes équipes, que tu aimes ce que tu fais, que tu aimes bosser avec les gens qui sont autour de toi, ça aide énormément au fait de bosser beaucoup. Et puis après, je pense que ça prend une certaine personnalité, c'est-à-dire que si t'as peur de te prendre des claques, si t'as peur de te tromper, c'est probablement pas le bon environnement pour toi. Mais ça, tu vois, c'est un truc, les Américains disent toujours, on apprend par les erreurs. J'aime pas beaucoup cette phrase parce que je trouve que t'apprends plus par les succès. Si t'apprends comment faire un truc, t'es allé plus loin que si t'as appris à comment pas faire un truc. Donc je pense que t'apprends mieux par les succès. Mais je pense que ce qu'il y a de vrai derrière, c'est le fait de... Si t'es pas dans une boîte où t'es en train de te planter régulièrement, c'est qu'en fait t'es sur un rythme qui est trop lent. T'as trop de temps pour tout réfléchir, tout bien planifier, et donc du coup t'es pas en train d'apprendre suffisamment. Et c'est ça qui est génial dans une boîte comme Sunday, c'est que t'as tous les challenges que tu peux gérer et même beaucoup plus. Donc pour toi, les bouquins, c'est pas forcément le meilleur canal pour apprendre. C'est la base. En tout cas, pour moi, non. Après, je pense qu'il y a plein de bouquins je lis des bouquins. J'essaye d'apprendre avec ça. Mais je pense qu'il y a un vrai danger au fait d'appliquer un bouquin one-to-one avec ta boîte, parce que globalement,
ce qui est dans un bouquin, c'est généralement simplifié. Tu vois, par exemple, Spotify n'utilise pas le modèle Spotify. Donc si c'est comme ça, en fait, pourquoi toi, tu voudrais le modèle Spotify? Donc voilà, il faut savoir s'adapter. Je pense que c'est une qualité hyper importante pour un PM. Et c'est une qualité hyper importante dans une boîte en hyper croissance aussi. En parlant de ce que disent les bouquins, aujourd'hui, on va justement se concentrer sur ça, sur plein de choses qu'on peut voir dans les bouquins, qui ne sont pas forcément appliquées à la lettre dans les boîtes, ou qui ne sont pas simples à appliquer à la lettre dans les boîtes. Et je te propose qu'on aille sur ces quelques éléments qu'on peut entendre, tu vois, dans l'écosystème, de bonnes pratiques, et on va essayer de faire le lien avec ce que toi, tu as vécu. Ça te va? Super. Allez, let's go. On va peut-être s'attaquer attaquer ce sujet sur les compétences d'un PM. Donc, tu vois, dans les bouquins, on entend toujours un peu pareil sur quelles compétences il faut avoir il faut posséder pour être un bon PM. On parle beaucoup d'empathie, de curiosité, tu vois, de capacité à s'adapter, etc., communiquer. C'est quoi pour toi, dans ce que tu as pu voir chez Sunday, à travers les recrutements que tu as fait, à travers toutes ces étapes de management, pour toi, tu vois, les compétences qui ont vraiment été clés dans la réussite de Sunday et ton expérience là-bas, quoi? Je pense qu'il y en a 3 qui sont la delivery, la discovery et la stratégie, et dans cet ordre. Pourquoi je dis dans cet ordre? C'est pas parce qu'il y en a un qui est fondamentalement plus important que les autres, mais parce que je pense qu'il y a un ordre dans lequel il faut les apprendre. Si tu penses, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est comprendre quels sont les problèmes que tu vas résoudre pour arriver à ta vision. Savoir faire ça, savoir trouver le chemin pour arriver à ta vision, comprendre quel problème tu vas résoudre, ça sert à rien si tu ne sais pas résoudre les problèmes avec des bonnes solutions, qui est la discovery. D'accord. Et de la même manière, savoir résoudre les problèmes avec les bonnes solutions, ça sert à rien si tu ne sais pas construire ces solutions, qui est la delivery. Donc voilà, je pense que, tu vois, à Sunday, parfois j'avais des PM qui arrivaient, qui étaient juniors, qui m'expliquaient qu'ils voulaient faire que de la discovery, truc machin, etc. Truc machin, etc. Je sais pas ce que c'est. Non, mais tu vois, ils se voyaient un peu beaux, et puis c'était pas aidé par l'écosystème où justement l'argent était gratuit, et puis tout le monde recrutait en produit, tout le monde recrutait en tech, et puis c'était vraiment la guerre pour les talents. Mais voilà, je pense que ces gens-là avaient tort, parce qu'en fait, le premier truc que tu veux réussir à faire en tant que PM, que tu veux savoir faire, c'est faire en sorte que ton équipe elle puisse construire des solutions rapidement. Le deuxième truc que tu veux savoir faire, c'est qu'elle puisse construire les bonnes solutions à tes problèmes. Et le troisième truc, c'est de comprendre quels sont les problèmes suivants que tu veux résoudre. Et je pense que voilà, il ne faut pas oublier cet ordre-là. Cet ordre-là est important dans l'exécution. Et je pense que c'est pareil d'ailleurs pour une boîte. C'est vrai pour un PM, et c'est vrai aussi pour une boîte. C'est-à-dire que quand tu lances une boîte, le premier truc que tu veux faire en sorte qui marche en tech et en produit, c'est le fait que tu puisses shipper rapidement. Une fois que tu sais shipper rapidement, tu veux shipper mieux. Et une fois que tu sais shipper mieux, tu veux commencer à créer un tout cohérent, une direction, qui est la stratégie. Mais tu ne veux pas commencer à faire ta stratégie et puis après te demander comment tu vas construire. Tu testais ces compétences-là que tu viens d'évoquer. Tu n'as pas parlé, tu vois, de soft skills que, comme moi, j'ai évoqué un petit peu pour introduire cette question. Donc, à nouveau, de communication, d'empathie, etc. Toi, tu testais ces compétences tu as beaucoup parlé de vitesse, par exemple. Je trouve que c'est super dur de définir un certain nombre de qualités personnelles qui font un bon PM. Il y en a évidemment, on a parlé de l'empathie, je pense que l'empathie c'est incroyablement important, notamment quand tu penses à la discovery. Savoir mettre quelqu'un à l'aise, savoir lui parler, savoir entendre les problèmes de la personne en face de toi, c'est absolument crucial. Mais en fait, si tu commences à réfléchir comme ça, tu tombes avec une liste à l'après-vert et puis à la fin tu coches des cases en interview. Ce que je préfère faire, c'est faire une interview où je demande des expériences passées. Vas-y, explique-moi un moment où tu as accéléré la production de ton équipe. Ou alors un moment où tu as galéré avec la production de ton équipe. Parle-moi d'un moment où tu as compris un problème en parlant d'un utilisateur. Et puis là, tu vas les entendre, les valeurs d'empathie, les valeurs d'analytique, tu vas voir quel type de personne tu as en face de toi. Et puis après, il reste à toi de décider si oui ou non c'est un fit personnel avec cette personne. Mais je préfère largement demander, et d'ailleurs ça vient du produit, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la technique d'interview que la plupart des gens appliquent en discovery. Je préfère largement avoir des gens qui parlent de leur expérience passée plutôt qu'une situation hypothétique où ils s'imaginent que X ou Y pourrait arriver. Vu le nombre de recrutements que tu as fait chez Sunday, donc je répète, 25 PM au bout de 18 mois, si je comprends bien, j'imagine que tu en as vu beaucoup plus des PM en entretien, parce qu'il y a eu de la sélection. Combien d'entretiens tu faisais, toi, par candidat, en moyenne? Par candidat, donc... En moyenne à nouveau, parce que j'imagine qu'en fonction d'un profil... tu vois que si on parle d'un profil junior VS un manager, t'as une différence, mais... Non, en gros, alors on va compter.
Le premier, donc t'as le CV screening, et après, je faisais un premier entretien de 15 minutes. 15 minutes, ça paraît hardcore, ça paraît super court. Mais en fait, en 15 minutes, tu peux vraiment sentir si quelqu'un est un fit avec ta boîte en termes d'attitude. Et encore une fois, je pense que quand tu recrutes, le premier truc sur lequel tu vas recruter, avant tout le reste, c'est l'attitude de la personne. Une personne avec une mauvaise attitude, tu peux avoir la personne la plus smart du monde, la plus empathique du monde. Si la personne n'a pas la bonne attitude, tu vas galérer. Tu le sens direct, toi, au bout d'un quart d'heure? L'attitude, ouais. Avant même de tester, du coup, toutes ces compétences dont on a parlé avant, des hard skills ou autres. Sauf si tu es vraiment fatigué ce jour-là et que tu fais ton interview, mais si tu as un peu de punch, etc., et que la personne elle répond avec ce même punch, en tout cas, c'est peut-être particulier à une boîte comme Sunday qui va très vite. Mais en fait, si tu crées un cadre d'entretien où en fait ça sent un peu le. Tu sais, tu fais la mayonnaise, quoi. Et puis si la mayonnaise monte, c'est bon, en fait, t'as un truc. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est qu'il ne faut pas recruter que des gens qui sont comme toi. Donc le but, c'est pas de trouver des copains, c'est quand même de recruter des gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plutôt sur le tard à Sunday. Mais ça a une valeur tellement incroyable d'avoir des gens de divers horizons, d'avoir des femmes et comme des hommes, d'avoir des étrangers comme des Français. C'est pas du flan pour toi, parce que tu sais, on entend beaucoup parler de diversité, d'inclusion, de différence de culture et tout. On entend parler de ça depuis qu'on est à l'école, tu vois. Et franchement, dans les faits, il y a beaucoup de boîtes où tu vois que c'est pas appliqué et qu'on fait de la reproduction sociale très forte, quoi. Ouais, non, mais tu vois, je le voyais déjà dans ma boîte d'avant en Suisse. J'étais le seul Français et j'étais toujours le gars qui était toujours en train de dire attendez, mais là les gens ils peuvent gruger parce qu'ils peuvent faire ça, etc. J'étais toujours en train d'imaginer les mécanismes auxquels les gens ils pourraient filouter un petit peu, tu vois. Alors que les Suisses, pour le coup, ça ils pensaient jamais à ça, tu vois. Les Suisses, ils étaient beaucoup plus axés sur comment est-ce que on va le vendre, comment les gens vont le découvrir, comment on fait en sorte que ce soit plus facile à trouver. Alors que moi, j'ai toujours attendez, mais là, on va se faire niquer, etc. donc voilà, tu vois, c'est juste quand tu apportes différentes perspectives, tu as des gens qui pensent différemment, qui vont résoudre différents types de problèmes dans ton produit. Et amener des gens avec des perspectives différentes, ça te crée un produit qui est beaucoup plus à même de répondre à un public un peu plus varié. Que les gens qui te ressemblent, quoi, parce qu'il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant que ça, des gens qui te ressemblent. Ouais. Donc pour revenir à ma question de base, tu parlais toi du coup d'un screening où en un quart d'heure tu te fais une idée de si la personne va coller à la culture ou pas. C'est quoi l'étape suivante? Ah oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié la question. Donc, screening de 15 minutes. Si ça se passe bien, c'était direct case study. Case study, en gros, c'était généralement 2 ou 3 heures à la maison. Et après, ils nous envoient quelque chose sur le format qu'ils veulent. Vraiment le format qu'ils veulent. Et si on aime bien ce qu'ils nous envoient, on fait 1 heure sur la case study. Et là, pour le coup, cette fois, c'est pas qu'avec moi, c'est généralement avec deux autres PM où on les fait pousser plus loin sur la case study. Parce que sur la case study, bien évidemment, tu as des gens qui trichent et qui les font faire par leurs copains, etc. Et qui prennent beaucoup plus que 3 heures. Et donc là, tu vois vraiment comment les gens pensent, etc. Et une fois que tu as fait ces 2 trucs-là, tu as une très bonne idée du fit de la personne en termes d'attitude. En plus, tu l'as montré à d'autres personnes dans ton équipe. Une très bonne idée des compétences de la personne. La case study, c'est incroyablement important. Et une fois qu'on a fait ça, on avait un interview fit avec quelqu'un d'autre dans la boîte, une autre équipe, pour vérifier que... Peu importe le profil. Peu importe le profil. Et éventuellement, une interview avec Victor, le CEO, si c'était un profil de directeur, etc. Donc c'était 4 à 5 tours, c'est ça. Si je comprends bien. 4 à 5 tours, ouais. Okay. Et tout ça, c'était fait en 2 semaines max. Ouais, donc c'est ça, t'étais obligé d'aller vite en plus pour avoir les meilleurs talents, j'imagine, qui sont sollicités. Et puis toi, parce que t'avais un rythme c'est ça. Hyper impressionnant, quoi. C'est ça. Et juste la vitesse du processus de recrutement, je pense que j'ai au moins 5 des PM que j'ai recrutés qui m'ont sorti à la fin. Je suis venu chez vous parce que vous avez pris une décision rapidement. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup à qui j'ai dit, après les 15 minutes d'interview, j'adore ce qu'on se dit. Je te propose qu'on se mette directement un entretien pour tester ces compétences-là. Et on se parle de ce poste-là. Et les gens, après 15 minutes, ils avaient déjà la clarté sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire à Sunday, et quelle était mon attitude par rapport à eux. Et ça crée tellement d'enthousiasme chez les gens parce qu'ils voient une boîte qui bouge, quoi. Ils voient une boîte où ils vont pas être coincés. Et ça, les meilleurs talents, c'est des gens qui cherchent quelque chose qui bouge. Tu as parlé tout à l'heure de compétences d'un product, donc tu as parlé de delivery, discovery, de strat. Ouais. Si on reparle de delivery, tu parlais de vitesse également, ça ressort beaucoup dans ton discours. Moi, je te connais un petit peu à côté, on en parle beaucoup de vitesse, tu vois, tout le temps, de ce qui s'est passé chez Sunday.
Si on parle un petit peu de delivery, c'était quoi la méthode chez Sunday ? Qu'est-ce que vous poussiez comme méthode pour que la cadence soit celle que tu as évoquée tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de perte de temps, que ça sorte jusqu'à, tu disais, je crois que c'est 5 mises en prod par jour, pardon. C'était quoi la méthode ? Alors la méthode, c'était pas la méthode agile. Je pense que tout ce qui est Scrum et puis tous les dérivés, Scrum of Scrum, Phase, etc., je retiens pas les acronymes, ça fait beaucoup de mal au produit, à la fois dans la réputation du produit, que la réputation du produit face au CEO, face au CMO, face au CSO, qui a parfois une réputation d'être un petit peu sur sa planète, dans ses process, etc. Et de la même manière qu'on a parlé que Spotify n'utilise pas le modèle Spotify, encore une fois, prendre un framework et l'appliquer one-to-one à ta boîte, c'est rarement la bonne façon de faire la delivery. En revanche, ce que j'aime bien dans la méthode agile, c'est le mot agile. Et je pense que pour être agile, en fait, il faut juste revenir à la définition de l'IDICO qui est tu veux aller à toute berzingue et être toujours capable de changer de cap rapidement si tu as besoin. Et c'est ça que tu dois rechercher. Et donc ça a beaucoup d'implications qui dépendent encore une fois de ton contexte, de ta boîte, des gens qui la composent, etc. Mais je peux donner quelques exemples. Par exemple, en tech, au tout début, on avait beaucoup de bugs. Comme toute boîte qui démarre, on avait pas mal de bugs. Et quand tu as des bugs le vendredi soir dans n'importe quelle boîte, c'est la galère. Parce que en fait, à partir du vendredi soir, c'est le week-end, t'as pas beaucoup de gens qui travaillent, t'as pas forcément accès aux gens qui ont mis en prod le bug, etc. T'as pas forcément accès aux devs les plus seniors. C'est vraiment dur à gérer. À Sunday, c'est encore pire parce que les restaurants, bien évidemment, leur service, il est particulièrement important le vendredi soir, le samedi soir, le samedi midi, le dimanche midi. Donc en gros, le week-end, c'est ton moment crucial où il faut pas souper. Et donc après, quelques bugs assez critiques qui étaient sortis en production sur des vendredis, en tout cas détectés que les vendredis soirs ou les samedis. Ma réaction, personnellement, qui est une réaction assez naturelle, c'était on va calmer le jeu, on va aller un tout petit peu moins vite et on va faire beaucoup plus de tests. On va vérifier que ce qu'on a mis en prod, c'est des trucs solides qui vont pas casser. Et ça, en gros, ça a pas mal d'effets pervers qui sont, le premier truc, c'est quand tu testes énormément, tu peux tester énormément, mais en fait, tu vas toujours laisser passer des erreurs. Mais en plus, quand tu testes énormément, en fait, tu dramatises. Tu dramatises l'erreur, tu dramatises le bug, et tu crées un format d'insécurité psychologique pour les développeurs, où en fait, ils n'osent pas mettre quelque chose en production sans mettre ceinture et bretelles. Et donc, du coup, tu vas ralentir beaucoup plus que juste un peu ton rythme de delivery. Et encore une fois, on en a parlé avant, le rythme de delivery pour une startup qui a besoin de trouver son product market fit, c'est incroyablement important. Donc ça, c'est le premier truc. C'est tu vas énormément ralentir ton rythme de production. Alors juste un truc, pourquoi tu dis que côté développeur, tu as une insécurité psychologique qui se crée ? Ouais, donc en fait, j'ai pas été clair. C'est pas tellement le fait de faire des tests qui crée de l'insécurité psychologique, c'est juste le fait que en essayant de faire plus de tests et d'éviter qu'il y ait des problèmes en production, tu passes le message et tu as le message, fondamentalement, que un bug qui part en production le vendredi soir, c'est un bug qui nous fait très 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 mal. Ou même un bug qui part en production n'importe quand. Parce que fondamentalement, nos services, c'est aussi le soir. Le soir, tu as aussi peu de gens qui bossent. Et donc, en fait, faire plus de tests, c'est dire, on n'accepte pas les bugs. On n'accepte pas les bugs, on ne peut pas accepter les bugs. Et si ça marchait, c'était super, mais en fait, comme on en a parlé juste avant, tu vas ralentir énormément tes cycles de mise en production. Ça va te faire très mal. Et le deuxième truc qui est encore pire qui se passe, c'est que comme tu ralentis ces cycles de mise en production, disons que par exemple tu passes de mettre en production 2 fois par jour à mettre en production 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine, en fait ce qui se passe, c'est que tu vas augmenter proportionnellement la taille des mises en production. Donc tu vas avoir beaucoup plus de lignes de code et beaucoup plus de participants dans chacune des mises en production. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que plus la taille de la mise en prod est importante, plus tu vas avoir des effets non prévus entre 2 modifications qui ont été faites par 2 développeurs différents, et plus tu vas avoir des modifications qui sont dures à auditer, à comprendre pour une fois que tu as un bug. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement tu t'es ralenti, mais en plus, tu t'es créé plus de bugs qui sont encore plus durs à auditer. Et donc là, on a eu, donc tu vois, mon instinct qui était plus de tests en ralenti, etc. Et c'était un mauvais instinct, même si c'est un instinct naturel. Et on avait la chance d'avoir, on a la chance à Sunday d'avoir Arnaud Lemaire. Arnaud Lemaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une star du développement en France.
Pour ceux qui sont un peu plus techniques, je recommande vivement de regarder ces talks qui sont sur YouTube. C'est un mec hyper intéressant qui pense très très bien le software. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit un truc simple. Il dit c'est simple, on veut qu'une release soit un non-événement. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une release soit un non-événement? Ça veut dire que n'importe qui peut mettre en production à n'importe quel moment, même le week-end, même le vendredi soir, etc. Et donc pour faire ça, le premier truc qu'il faut qu'il se passe, c'est qu'il faut qu'un bug soit pas grave. Parce qu'en fait, on en a parlé, on ne peut pas avoir un software sans bug, ou alors on y passera des années. Donc c'est banaliser le bug, banaliser le la release, banaliser les tests, quoi. C'est tout banaliser finalement et rendre ça normal, quoi. C'est ça. Et donc en fait, par exemple, là, les principes que tu peux mettre en place, c'est un principe d'un rollback extrêmement simple. Donc par exemple, si un rollback, c'est le retour à une release précédente, une mise en prod précédente. Et donc si ton rollback, c'est aussi simple que cliquer sur un bouton. Le jour où tu mets un bug en production, même si le dev qui a codé la modif, il n'est pas là, même si ton dev senior n'est pas là, en fait, tu as un problème, tu cliques sur le bouton, boum, c'est parti. En 1 minute, tu règles les problèmes. Et donc, du coup, l'impact de ton bug, qui potentiellement, ça peut être un sale truc, tu vois. Un gros bug. Bah, en fait, en 1 minute, il est réglé. Donc, en fait, tu as touché 2 clients que tu rembourses, que tu machin, et ça a paniqué ta boîte. Donc, tu vois, ça, par exemple, c'est un principe très simple qui te permet de créer beaucoup plus de sécurité psychologique pour le coup. Et du coup, tes devs, ils n'hésitent pas à mettre en production, tu gardes ton rythme de delivery. Et en plus, du coup, c'est l'inverse de l'effet dont on a parlé juste avant. Tu as des mises en production beaucoup plus petites. Comme tu as des mises en production beaucoup plus petites, tu as beaucoup moins de problèmes et c'est beaucoup plus facile à auditer. Et ça, quel que soit le chantier, vous divisez, vous splittez un petit peu les mises en production, quelle que soit l'importance du chantier, de la fonctionnalité, du produit, etc. Ouais, ça c'est un sujet un peu annexe, mais dans le même principe, tu veux jamais passer en mode sous-marin et construire pendant 6 mois parce que, déjà, c'est compliqué et tu vas avoir des problèmes. Et puis 2, en plus, tu vas prendre 0 retour utilisateur pendant ce temps-là. Et quand tu vas sortir ton truc, en fait, personne n'en veut, sauf si tu es très, 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 très chanceux. Et tu as passé 6 mois à mettre, je sais pas, 3 devs, 5 devs, 10 devs sur un sujet que tu vas pas vendre. Donc, sur la question initiale qui était quel mode de delivery vous utilisez, tu m'as dit pas d'agile. Est-ce que la méthode que tu viens de citer là, elle a un nom ou pas? C'est la Lemaire Waterloo Sunday ou c'est plus Arnaud Lemaire que moi. Hein. Franchement, je vais pas prendre le crédit. Je sais pas si elle a un nom. Il faudra demander à Arnaud. Mais non, je pense que la méthode, c'est quoi? C'est du pragmatisme. C'est essayer des trucs. C'est voir les signaux aussi. On a essayé ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, si un truc marche pas et si ça empire, tu sais quoi? Faut peut-être essayer le truc de l'autre côté, même si ça paraît contre-intuitif. Là, ce dont on a parlé. Pour moi, c'était contre-intuitif. On a trop de bugs, plus de tests. Non, en fait, on a trop de bugs, moins d'impact sur le bug. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est logique. Mais il y a une prise de risque quand même, parce que tu sais, quand tu es un peu perdu et que tu vis des contraintes compliquées dans une boîte à la tech, ton réflexe, c'est de te dire, je vais appliquer ce qui marche. Et ce qui marche, c'est souvent ce qui porte un nom. Tu vois. C'est souvent la méthodologie X ou Y ou Z. Tu vois. Ah oui. Et je trouve que c'est une prise de risque du coup de se dire on va pas faire comme ça, on va le faire un peu à contre-courant, on va découper, même si le chantier est d'importance, que chez Sunday il y a des énormes trucs à construire, c'est pas simple, tu vois, c'est pas évident. Voilà, pour le coup, c'est aussi, oui, c'est une prise de risque, mais en fait Arnaud, il l'avait déjà vu marcher avant dans d'autres boîtes, quoi. C'est l'avantage d'avoir des gens extrêmement seniors qui ont vu d'autres trucs avant. C'est que ces gens-là, ils ont souvent des solutions que t'as pas forcément quand tu démarres. Donc là, on a parlé de compétences du PM au tout début, de la manière de l'évaluer. On a parlé de comment vous faisiez la delivery chez Sunday et tu vois un peu la leçon que tu as tirée de ça avec la fameuse méthode Arnaud Lemaire. On comprend depuis le début que l'ADN un petit peu de ce que vous avez construit, c'est de faire quelque chose très vite, de manière un peu imprécise parfois, mais peu importe, il faut rectifier derrière. Comment ça se passait dans la collaboration entre PM, designer et dev, en sachant que là, tu as vu, on a parlé beaucoup de construire et de delivery. On imagine bien qu'il y a quand même un travail de designer à un moment, et de PM pour piloter tout ça. Comment ça se passait au quotidien chez Sunday? Ouais, là c'est pareil, c'est un truc que j'ai plutôt appris, pas tout de suite à Sunday. Je venais d'une boîte où tu avais un peu la séquence classique, donc un travail très séquencé entre le PM, le designer et le dev. Le ou la PM d'ailleurs, j'utilise tout le temps le, mais c'est mal. Bien, on fait là pendant tout l'épisode. On fait là. Alors, tu me corriges à chaque fois. Du coup, si tu veux, tu as l'APM. La séquence classique, c'est quoi? C'est l'APM. Elle va comprendre le problème, elle va rechercher avec les clients. Elle va écrire des specs à rallonge hyper pointus sur tout le problème. Ensuite, elle va envoyer ça à la designer. La designer, elle va faire des super jolis dessins, etc. Pour gérer tous les edge cases que l'APM a décrits. Quand on voit ça à la dev, et la dev, elle va coder le truc. Ça, c'est ce qui se passe. En gros, c'est un peu une espèce de philosophie fordienne du product management,
où on fait du travail à la chaîne, boum, 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 et ça dépile, et puis chacun nage dans son couloir, et tout se passe bien. En fait, tu as tellement de pertes en ligne sur un truc comme ça. La PM, quand elle va écrire ses specs, il y a un certain nombre d'éléments de contexte qu'elle a eu par ses interviews, par ses trucs, machin, etc., qu'elle va pas réussir à passer dans ses specs, que la designer va pas comprendre. Elle va faire ses dessins, qu'elle va passer à la dev. Tu l'as senti, hein. Qui va la passer à la dev, et la dev, elle va regarder les dessins, et elle va avoir deux choix, parce qu'en fait, ces contraintes techniques vont pas être prises en compte, même ou en partie, mais c'est impossible que on partage pas tous le même contexte. C'est ça aussi une boîte, hein. C'est qu'on a tous un point de vue différent, et elle va avoir deux façons de faire. Soit elle va faire exactement les dessins demandés par la designer, mais dans ce cas-là, tu vas avoir un souci parce qu'en gros, comme les contraintes techniques ne sont pas prises en compte, tu vas passer 5 fois plus de temps que ce dont tu avais vraiment besoin. Soit elle va prendre ces contraintes techniques, elle va modifier à la marge ce qui avait été demandé, qui est déjà modifié par rapport à ce que la PM s'imaginait à la base. Et du coup, tu vas te retrouver avec un truc qui est vraiment différent, et puis la designer va pas être contente, la PM va être frustrée, etc. Et personne n'est heureux. Et en fait, il faut sortir de ce mode-là. Il faut avoir, bien évidemment, il faut partager les tâches. Mais une fois que la PM, elle a bien compris son environnement, elle a bien compris son problème, elle a collecté 2-3 interviews, elle ramène les designers et le dev un petit peu dans la discovery, elle le ramène dans une ou deux interviews intéressantes, elle leur partage 2-3 éléments de contexte, ils comprennent. Et puis après, ce qui est super important, c'est que la designer et la dev, elles s'assoient ensemble. Plutôt que de faire un beau dessin, high fidelity, etc., d'aller les tester, trucs machin, etc. Non, ils s'assoient ensemble, ils dessinent un truc sur un bout de papier. Et puis après, la dev, elle fait « Ok, j'ai compris ». Elle code un truc à l'arrache. Elle le montre à la designer. Le designer, elle fait « Ok, ça c'est bien. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Je comprends pas. J'ai cette contrainte-là, etc. Ah, d'accord, je vois. Et si on essayait ça, ça marcherait très bien, etc. » Et avoir les gens qui itèrent comme ça, ça te fait gagner énormément de temps. Et surtout, ça t'amène vers des petites solutions. Et c'est ça le produit. C'est créer des petites solutions. On a trop tendance à être influencé par les trucs à la SAP ou à la Salesforce, qui sont des énormes machines où tu peux configurer quasiment tout. En fait, ça, c'est le refus de faire des choix. Et ça marche pas dans une startup. Ça peut marcher dans une grosse boîte qui gère des trucs pour les entreprises, mais dans une petite boîte, il faut faire des choix pour simplifier ton produit, pour le rendre plus facile d'accès. Et donc, pour faire des choix, c'est trouver des petites solutions qui répondent à tes edge cases de manière élégante. À quel rythme il se voit quand tu dis qu'il faut que l'APM, la dev et la designer s'assoient ensemble et tu vois, et itèrent comme ça, et hop, chacun repart dans son rôle ensuite, et puis jusqu'à la prochaine itération. À quel rythme elles se voient, ces personnes? Je pense que c'est pas possible qu'elles ne se voient pas au moins tous les jours. Ok. Surtout PM designer et designer dev. PM dev, ça peut être un tout petit peu plus que ça, mais vraiment, allez, tous les 2 jours max. Mais idéalement, je pense que le dev et designer, ils se voient 2-3 fois par jour. Mais on parle de 15 minutes. On se parle pas on s'assoit ensemble et on passe la journée à bosser ensemble. On se parle de je suis dispo pour toi et t'es dispo pour moi, pour qu'on aille bosser ensemble et qu'on corrige les trucs à la va-vite plutôt que qu'on s'écrive des trucs qui prennent énormément de temps et qui finalement ne portent pas le message qu'on a envie de porter. Tu dis bien dev, pas engineering manager forcément. Non, alors engineering manager, c'est pareil. Enfin, ça dépend un peu de comment les équipes sont structurées. Parfois, tu as des équipes qui sont très protégées par l'engineering manager. Je suis pas un énorme fan de ça. Parce qu'encore une fois, c'est pareil, tu as de la perte en ligne. Et je préfère des équipes qui ont plus d'interactions directes. Je pense que le rôle de l'engineering manager, c'est beaucoup dans quelle attitude on a envie de donner à cette équipe, quelle liberté, est-ce qu'on a besoin de plus de gens, est-ce qu'on peut mettre plus de gens, plus de forces vives sur le sujet, ou est-ce qu'au contraire, on peut aller aider les autres équipes. C'est aussi donner une direction technique éventuellement, si c'est son rôle, ça dépend des boîtes. Mais voilà, c'est pas son rôle, c'est pas d'être au milieu des gens, c'est d'être un enabler, l'engineering manager. C'est pas de se mettre entre deux personnes. Le fait que tu fasses, donc tu disais, tu crées ces interactions et ces itérations tous les jours pour la plupart des équipes, en tout cas 80% des équipes, ça te fait pas de la phase de discovery à rallonge, tout ça? C'est-à-dire que je pense que c'est un peu la crainte que beaucoup de boîtes ont quand tu leur dis qu'il faut constituer ce trio et que même le développeur, parce que c'est souvent, ou la développeur, c'est souvent elle qui est compliquée apparemment à ramener. À nouveau, je parle de ce que j'entends moi dans les boîtes.
c'est elle qui est souvent compliquée à ramener dans le trio parce qu'on se dit que sa place, c'est quand même au niveau technique, résolution de problèmes techniques, code, etc. Est-ce que justement, donc ça crée pas des phases de discovery hyper allongées, le fait que ces trios soient en permanence en train de collaborer et de se revoir tous les jours? Je pense qu'il y a différentes parties dans la discovery. Il y a la partie discovery, on va essayer de comprendre le problème. Ça, je pense qu'en effet, ça doit rester principalement côté PM. C'est le rôle de la PM d'aller comprendre ça. Et éventuellement le designer. Et puis après, voilà, il faut ramener la dev à la fin, sur la fin de ce truc-là. Mais en effet, il ne faut pas tout partager. Il y a quand même des rôles, il y a quand même des gens qui sont spécialistes dans certaines choses et d'autres dans d'autres choses. Donc, il faut rester pragmatique. Mais tu gagnes tellement de temps à partager un petit peu plus du problème, à partager un petit peu plus de l'objectif business qu'il y a derrière. Parce que d'un seul coup, la dev, elle comprend si telle solution, enfin telle contrainte qu'elle a, cette solution elle marche ou cette solution elle marche pas. Sinon, elle est obligée à chaque fois d'improviser, elle est obligée à chaque fois de ramener la PM à nouveau dans la discussion. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Alors que si elle a compris le problème, elle peut décider et si la PM elle est occupée, et si elle est en vacances ou truc machin, tu peux quand même avancer. Donc tu perds moins de temps à faire ça en fait pour toi. C'est ça. Et surtout, tu gardes le cap parce que le risque, c'est quand même de se dire mince, au bout de 2-3 mois, on s'est complètement planté, on ne s'est pas assez parlé et en fait, on a vraiment perdu du temps. C'est ça. Et le deuxième truc avec la Discovery, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la Discovery comme on l'a fait chez Google ou Facebook, qui sont des boîtes avec des caches infinies. Et donc, du coup, si tu prends ces boîtes-là, ce qu'elles cherchent, ces boîtes-là, quand elles créent un produit, quand elles travaillent sur un produit, c'est elles cherchent pas 1% d'amélioration. Parfois, si, sur un funnel, mais elles cherchent le prochain gros truc et elles ont un cache infini pour y arriver. Et elles veulent trouver le prochain truc qui va leur amener un cache infini x2, globalement. Quand tu es dans une startup, une scale-up, pré-product market fit, là, tu n'es pas du tout dans cette optique-là. Tu es dans l'optique, OK, il faut qu'on court, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille vite, etc. Donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas faire des cycles de discovery de 2 mois, 3 mois sur un problème. Pas de l'exploration, quoi. Je pense que c'est le bon mot pour dire grosse discovery. C'est ça. Et tu vas avoir la discovery beaucoup plus courte, beaucoup plus pragmatique. Et notamment, ce que tu veux mettre absolument en place, c'est ce qu'ils appellent de la continuous discovery. Donc, en gros, ce que tu veux, c'est tu veux que tous tes PM ils parlent en permanence à leurs clients. Tes designers, tes devs aussi, un petit peu moins souvent, mais quand même très souvent aussi. Et globalement, ça va apporter deux choses. Premièrement, tu vas apprendre énormément sur les problèmes des clients. Et puis, deuxièmement, si d'un seul coup, tu as un problème qui t'est donné par ton CEO ou par quelqu'un d'autre, et il n'y a jamais un client qui t'en a parlé, tu sais quoi, c'est peut-être pas un bon problème. Et du coup, en fait, en réglant les problèmes dont on te parle tous les jours, plutôt que les problèmes qui potentiellement sont venus de nos têtes, la discovery, ça te prend jamais beaucoup de temps, ça te prend juste un peu de temps chaque semaine, mais ça te prend jamais 3 semaines avant qu'on puisse démarrer un projet. En fait, ça te prend beaucoup de temps, mais ça crée pas de délai. Et je pense que c'est ça le truc important dans la continuous discovery, c'est de ne pas délayer. Alors que quand tu as un truc important, je comprends que le message ne soit pas acceptable dans une startup de dire dans 3 mois, on pourra commencer à créer des solutions au problème. C'est pas acceptable. Voilà. Tu as parlé de discovery continue à l'instant. C'est un terme qui a beaucoup été mis en avant par Teresa Torres, qui est une personne d'ailleurs que je conseillerais, enfin que je recommande vivement de lire ses contenus. Il y a des choses qui sont très très bien, dont la mise en avant alors en anglais c'est l'arbre d'opportunité, je vais y arriver en français. Toi, est-ce que c'est un truc que tu utilisais ou tu utilises le terme discovery continue juste pour dire que vous parliez très souvent à vos utilisateurs et pas que le ou la PM? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des choses mises en place en particulier inspirées de Teresa Torres ou non? Alors oui, mais pas l'arbre d'opportunité. L'arbre d'opportunité, j'ai essayé et je m'en suis pas sorti parce que j'avais trop d'opportunités. T'avais trop d'opportunités qui sortaient. Ça m'a pas aidé à redescendre et à aller choisir des trucs. En revanche, ce qui m'a énormément aidé sur Teresa Torres, c'est elle te donne des tonnes d'exemples sur comment mettre en place la discovery continue. Tu vois, par exemple, elle est hyper forte pour ça. Ouais, tu vois, un des trucs qui est super compliqué, notamment, tu vois, Sunday, c'est B2B2C, mais tes clients numéro 1, c'est les restaurateurs. Comment tu fais pour pouvoir aller parler aux restaurateurs tous les jours? Tu peux pas les déranger, les gens, ils ont un travail, tu peux pas. C'est très dur de créer des mécanismes comme ça. Et donc, voilà, Teresa Torres, elle a plein de tips, de tricks pour t'expliquer comment mettre ça en place dans tes équipes et à quel moment tu peux te dire, OK, là, j'ai un bon système versus là, j'y suis pas encore. Et ça, je recommande vivement tout ce qu'elle recommande. Trop cool. Tu as parlé tout à l'heure de CEO, juste avant là, la relation CEO. Tu disais à l'instant, si le CEO a vu quelque chose, tu vois, ouais. il sent quelque chose de par son intuition et aussi de son passé dans la boîte, ou en tout cas gratter un petit peu pour lancer sa boîte.
Et si un PM n'a pas vu ça auprès des clients, il peut se passer des désaccords. Tu vas pas forcément creuser un truc que tu as senti chez un client alors que le CEO sent pas. Tu penses quoi de ce terme qu'on utilise beaucoup en disant que le PM, c'est un peu le mini CEO de la boîte? Je pense que c'est flatteur pour le PM et c'est un peu réducteur pour le CEO. C'est le CEO, il est quand même responsable. Si le business se passe mal, la boîte elle tombe, ou alors il y a des gens, il va falloir virer des gens, etc. Enfin, il doit répondre aux investisseurs, il doit trouver l'argent. T'as quand même un certain niveau de responsabilité au niveau du CEO qui est supérieur à celui d'un PM. Ce que j'aime beaucoup dans la définition, par contre, c'est le fait de ramener le PM à un rôle business, à un rôle de PNL, Profit and Loss. Je pense qu'il y a trop de PM qui sont dans une optique d'améliorer le produit sans vraiment réfléchir à quel est l'impact business qui est derrière. À la fin, si tu prends une équipe produit, tu as 5 devs, un PM, une designer, tu vas rapidement atteindre un demi-million, voire 1 million de salaire chargé. Ça, c'est de l'argent qui doit se retrouver dans ton business derrière. Et si ça ne se retrouve pas, c'est pas bon. La seule façon de faire en sorte que ça se retrouve, c'est de comprendre comment t'impacte le business et de le mesurer. Et donc ça, je pense que c'est ça qui est bien dans cette définition-là, c'est qu'il faut que les PM se mettent dans la position du CEO, qui se mettent dans les chaussures du CEO et se disent « Ok, comment je fais pour apporter de l'argent à ma boîte ? Est-ce que ma boîte, elle galère dans l'acquisition client ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'acquisition client ? Est-ce que je peux créer une meilleure démo ? Est-ce que je peux aider juste, par exemple, je sais pas quoi, sur l'automatisation de recherche de leads, etc., etc. Comment faire pour aider les problèmes business de ma boîte ? Ça, je pense que c'est ça la vérité qui se cache derrière cette phrase-là, qui n'est pas complètement vraie, mais qui n'est pas complètement fausse non plus. On entend beaucoup parler de ça, en particulier dans ce contexte, tu vois, un petit peu compliqué dans la tech, puisqu'effectivement les boîtes sont un petit peu moins financées, et donc on demande beaucoup aux gens, et en particulier aux PM, de penser business. Toi, comment tu fais pour penser business, au-delà juste, tu vois, de le dire comme ça à l'oral qu'il faut que les PM pensent plus business? Je pense que la première chose à avoir, c'est avoir une certaine culture business. Donc il faut comprendre les chiffres de base de la finance, que ce soit la lifetime value, donc la valeur sur la vie d'un client, que ce soit les métriques comme le churn, que ce soit l'acquisition, que ce soit globalement l'ensemble du funnel de sales, l'ensemble de tout ce qui est rétention, croissance de tes clients. Si tu comprends pas ces problèmes-là, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver parce que il y a juste trop de choses qui sortent. Et donc pour ça, si aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel tu galères, ce que je te recommande, c'est vraiment d'aller écouter des podcasts un peu plus variés, avec des entrepreneurs, avec des CEO, avec des gens dont c'est le problème tous les jours. Et puis des sales, j'imagine aussi. Ouais, avec des sales, absolument. Sales, ouais. Et voilà. Et globalement, ça va aider. Et puis après, le deuxième truc, c'est il faut juste le vouloir. Une fois que tu le veux et que tu as le bagage pour parler business, tu vas y arriver. Tu vas bien voir que oui, là, je suis en train de chercher un objectif business versus là, j'ai fait une feature qui m'a l'air cool, mais qu'est-ce que je vais apporter au business derrière ? Franchement, je sais pas. Si tu te poses cette question-là à chaque feature, à chaque gros élément de ta roadmap, et que tu te dis quel va être mon impact business, si tu sais pas répondre, tu as un problème. Donc soit ton problème, c'est que ton éducation business n'est pas suffisamment poussée, et dans ce cas-là, il faut la construire. Soit ton problème, c'est que ce que tu crées là, tu le crées un peu pour toi-même, tu le crées un peu parce que c'est beau, mais tu n'es pas en train de créer un truc qui va vraiment aider ta boîte. Et ça, c'est un problème pour une startup et une scale-up qui est en train de chercher son argent, quoi. Ça, pour toi, c'est valable aussi pour du B2C, parce qu'on parle beaucoup de B2B, et en effet, ce qu'on veut, c'est un retour sur investissement assez fort de ce qu'on va sortir. Pour du B2C, tu as vu, il y a des boîtes qui, pendant des années, construisent, se focalisent plutôt sur, finalement, l'usage côté utilisateur, mais beaucoup moins sur le pognon, quoi, globalement. Ouais. Et il y a plein d'exemples de boîtes comme ça qui n'ont même pas eu le temps de faire du chiffre d'affaires, qui ont été rachetées ou qui sont mortes. Comment tu vois le truc là-dessus, toi ? Ça, c'est un super point. Quand je dis business, ça ne veut pas forcément dire faire du profit, même si aujourd'hui, ça veut beaucoup plus de valeur qu'avant. Oui, clairement. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Parfois, tu pourrais bosser pour une NGO, par exemple, pour une organisation non-profit. Donc, ce n'est pas de faire du profit. Il y a des boîtes qui veulent plus d'impact. Il y a des boîtes qui cherchent à faire plus de croissance. Globalement, ça dépend un peu de tes investisseurs, ce qu'ils veulent, de ton CEO, ce qu'il veut, de tes clients, ce qu'ils veulent, etc. Le business, c'est un peu plus large que juste faire du profit, ça c'est vrai. Ok, hyper clair. On a reparlé de CEO à plusieurs reprises là, dans toutes ces questions. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Je pense qu'en tant que PM, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, le CEO qui vient, tu vois, et qui te demande une date de rendu, une deadline sur ce que tu dois sortir, sur tes releases, quoi.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est bien, cet état d'esprit de la part des CEO de dire j'attends cette release tel jour? Ou est-ce que tu penses que justement c'est un peu contre-productif, que ça sort un petit peu de l'état d'esprit produit et voilà, que ça n'a pas forcément un impact très positif? Ouais, je pense qu'il y a deux choses là-dessus. Déjà, quand un CEO ou un CSO ou n'importe qui vient te voir et te demande quelque chose, il faut essayer de comprendre pourquoi ils veulent ça. C'est logique que les CEO, que les sales, que les CEO, ils veulent les deadlines parce que les clients demandent des deadlines. Donc c'est plus simple de faire une vente et tu leur dis bah tiens, je peux te promettre ça là, je peux te promettre ça là, etc. Après, voilà, et j'aime pas trop parler d'état d'esprit produit parce qu'encore une fois, c'est très théorique et on n'est pas sûr de ce que c'est, quoi, l'état d'esprit produit. Donc du coup, quand on y réfléchit, encore une fois, le but c'est d'être pragmatique. Dire je n'accepte jamais de deadline dans ma roadmap, jamais, jamais, jamais. Dire jamais, ce n'est pas être pragmatique. Dire toujours, ce n'est pas être pragmatique. Donc, si tu as un méga deal qui va changer le business de ta boîte sur le trimestre, voire à l'échelle de l'année, mais bien sûr que si ça pense sur une deadline et que tu es confiant que tu peux la faire, tu la fais. Et puis même si ta feature, c'est pas celle que tu voulais faire, bah, tu la fais parce que ça apporte du business à ta boîte. Donc encore une fois, c'est ton rôle d'apporter du business à la boîte. Donc si une deadline, ça permet de le faire, bah fais-le. Tant que tu peux, bien évidemment, la tenir et que ça te fout pas dans la merde. Par contre, globalement, je suis 100% d'accord avec la pensée commune qui est de dire que les deadlines en produit, ça t'aide pas. Ça t'aide pas, ça te fait même plutôt du mal. Pourquoi ça te fait du mal? Parce que tu commits sur un truc qui à un moment te paraît important, mais tu perds un peu l'idée générale de là où tu vas. Et si tu fais de ça trop souvent, bah globalement, en fait, tu vas juste faire du développement custom pour tes clients plutôt que d'avancer ton produit et de créer vraiment un produit qui va scaler et qui va toucher le plus grand nombre. Ouais, donc ce qui est dangereux, c'est de partir un peu dans le mode ESN. Ouais, exactement. En mettant des deadlines à chaque fois, en habituant tes utilisateurs, tes clients et même d'ailleurs tout le monde dans la boîte à ce que tu travailles avec des deadlines. Et du coup, tu peux pas faire vraiment ton travail comme tu pourrais le faire en tant que 100%. 100%. Okay. Donc à éviter, mais il faut pas dire non parce que c'est une deadline. On peut prendre des deadlines si ça a une valeur business derrière. Si on revient au roadmap que tu viens d'évoquer un petit peu, sans deadline, tu fais comment finalement? Parce que le roadmap, c'est pareil, tu vois. Il y a quand même un ordre de priorité. Ouais. Comment tu fais? Alors la roadmap, c'est pareil. Ça, c'est un truc, au début, je l'ai plutôt mal fait à Sunday. Tu faisais quoi au début? Moi, je faisais la classique. Allez, on veut faire tout ça. Ça prend 2 semaines. Ça prend 3 semaines. Ça prend 2 mois. On met les bouts les uns derrière les autres. On regarde combien de devs on a. On regarde combien de vacances on a. Et puis, on dit on va faire tout ça ce trimestre. Un diagramme de Gantt, quoi. Un bon diagramme de Gantt. Comme 98% des boîtes tech en France font. Ça te fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que pour 2 choses. Un, parce que les estimations, elles sont toujours fausses. Donc du coup, en fait, tu passes énormément de temps. Tu perds énormément de temps à faire des estimations qui vont pas t'aider à la fin, plutôt que de produire de la valeur. Et le deuxième truc que tu perds en même temps, et qui est en fait bien plus grave, c'est le fait que quand tu fais un plan à 3 mois, à 6 mois, et que tu te dis, bon bah voilà, ça c'est mon plan maintenant, ce plan tu le fais avec ce que tu sais maintenant, ce que tu sais aujourd'hui. Et une fois que tu as fait ce plan, bah en fait, tu sais quoi, tu vas être influencé, ça va être confortable de le suivre, parce que tu sais quoi, tu as passé tellement de temps à faire ce plan. Après, une fois que tu cours et que tu es dans le jus, tu es dans le run, tu vas juste suivre ce plan. Et donc du coup, tous les apprentissages que tu vas faire sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, ils vont pas aller dans ta roadmap. Parce que ta roadmap, tu peux essayer de la modifier à la marge, mais ça va quand même t'influencer, ça va quand même rester là, etc. Tu auras promis des trucs, les gens l'auront vu, les sales l'auront vu, ils auront commencé à se dire, bon bah ça arrive bientôt. Et donc du coup, tu vas te retrouver coincé sur un plan que tu as fait il y a 6 mois, plutôt que de l'améliorer en fonction des nouvelles priorités de ta boîte, en fonction des nouveaux clients, en fonction des nouvelles personnes qui sont rentrées, etc. Et donc c'est ça qui fait le plus mal dans les roadmaps. Donc le premier truc que je recommande de faire, c'est des vrais roadmaps now, next, later. Donc now, c'est les chantiers qu'on est en train de pousser maintenant. Next, c'est les chantiers qu'on pense pousser dès qu'on a de la place. Donc dès qu'on a dégagé un now, hop, on en prend un dans next. On prend un next et on le met dans now. Exactement. Et ça vit. Pendant que je fais un truc sur Now, là, je me rends compte que les trucs que j'ai fait sur Now, ça a super bien marché. Bah, tu sais quoi? Tout en haut de Next, je vais rajouter une nouvelle carte pour continuer, pour faire une V2 de ce qu'on a fait, parce que ça a un impact de dingue sur notre business et on est super excité et on a envie de continuer. Plutôt que de mettre ça à la prochaine roadmap dans 6 mois et que du coup, en fait, tu le fais jamais et puis t'as oublié pourquoi tu voulais le faire et puis t'as perdu ton momentum. Donc ça c'est le premier truc, des vrais trucs now, next, later. Et dans juste later, sur ça, Alex, excuse-moi, comment tu fais pour déterminer ce que tu dois mettre dans now? Parce que c'est toujours pareil, c'est un ordre de priorité. Comment tu fais pour dire ça c'est maintenant
Ça, c'est plutôt next et ça, c'est plutôt plus tard, tu vois. Je pense qu'il y a, encore une fois, j'ai pas de méthode, tu vois, j'ai pas de trucs genre les frameworks comme Rice et compagnie, j'ai pas vraiment ça. J'ai jamais trouvé de trucs numériques, algorithmiques, qui te permettent de prioriser proprement ce que tu veux faire. Globalement, pour décider, il y a 3 éléments. Le premier, c'est bien comprendre ton business et ses priorités. Le deuxième, c'est bien comprendre ta boîte et ce dont les gens ont besoin. Ce qui est généralement lié à ton business, mais parfois ça peut être un peu différent. Tu peux avoir une équipe en particulier qui galère, qui a besoin d'un win pour récupérer de l'avancée. Et donc, en fait, parfois, ça vaut le coup d'adapter à la marge. Et le troisième truc, c'est les contraintes techniques qui viennent après. Si tu as une idée, si tu sais que ça va te prendre 2 années à construire, c'est probablement pas le bon moment à construire, même si c'est hyper important. Parce que tu n'as pas 2 années devant toi. Donc voilà, globalement, c'est garder ces éléments à la tête, et puis après, tu priorises en impliquant encore ton CEO, en impliquant ton CSO, en impliquant ton CMO, réussir à communiquer sur les roadmaps, sur ce que tu fais, sur comment tu priorises, même si tu n'as pas de framework numérique, c'est incroyablement important, et c'est personnellement quelque chose que j'ai pas très bien fait à Sunday, et que je regrette. Je sais qu'on faisait un taf de dingue en priorisation, je pense qu'on faisait pas une mauvaise priorisation, mais j'étais pas bon pour l'expliquer au reste de la boîte. Et ça te fait mal doublement, parce que déjà, tu perds un peu de confiance, et tu as des sales, tu as des ops qui se disent mais putain, le produit, pourquoi il m'écoute pas, je leur ai proposé ça, ça et ça, pourquoi ils le font pas, pourquoi ils font ça à la place. Donc tu as des interrogations des autres équipes. Et l'autre problème qui vient, c'est la confiance en tant que CPO, en tant que product leader. La confiance, c'est ta monnaie. Les sales ont autant besoin de moi que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin qu'ils vendent le produit que je suis en train de créer. J'ai besoin que le marketing market le produit que je suis en train de créer. S'ils ne marketent pas la nouvelle feature, je l'ai faite pour rien, parce qu'on ne va pas la vendre. Donc voilà, on a besoin les uns des autres de s'aider, de se comprendre, de se faire confiance. Et donc quand tu fais des roadmaps, il faut savoir les communiquer, il faut savoir engager les équipes tôt là-dedans. Et c'est quelque chose, personnellement, j'ai pas de bonne méthode à proposer aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai pas bien réussi par le passé. Et voilà, je pense que le dernier truc qui est important dans les roadmaps, encore une fois, on revient à cette idée de PM et le CEO du produit, c'est de parler en objectif business. Tes roadmaps, tu veux pas dire on va créer cette feature-là, tu veux dire on va avoir cet impact-là, cet impact business-là. On va augmenter l'acquisition client de 7%, on va diminuer le churn de 2 points, on va machin. Tu veux parler en objectif business, et après tu peux mettre des KPI produits, tu peux mettre des features derrière si tu as envie, si tu es assez confiant sur ce que tu veux faire, mais mettre des objectifs business dedans, ça va te donner 2 choses. 1, ça va te permettre de beaucoup mieux exprimer déjà pourquoi tu priorises une chose versus une autre. 2, ça va te permettre de laisser le bon niveau de liberté à tes PM pour construire ce qui est important pour ton business. C'est-à-dire qu'en fait, si tu leur dis crée-moi cette feature-là pour répondre à un problème donné, je sais pas, si on reparle par exemple de l'acquisition client, et on se dit tu me fais la démo V2. Ils font la démo V2 et puis l'acquisition client n'a pas bougé. Ça faute à qui ? Tu sais pas trop, en vrai ils ont fait ce qu'on leur a demandé et puis ça n'a pas marché et puis point. Si tu leur dis je veux que l'acquisition client elle prenne 7 points, là d'un seul coup ton PM il est responsabilisé. Ta PM elle est responsabilisée, elle va aller parler à la sales. Ils vont se mettre d'accord, tiens attends, je vois que tu as un problème sur l'acquisition, mais en fait ton problème c'est pas quand tu montes la démo, ton problème c'est quand tu commences à l'onboarder dans son environnement de test. Là d'un seul coup ça devient le bordel, une fois sur 2 la migration marche pas et du coup tu perds ton client. Et tu sais quoi, je vais bosser sur l'onboarding. Et donc ça te permet de faire des roadmaps qui sont pertinentes pour ton business, qui ont un intérêt pour ton business. L'acquisition c'est un problème, on veut faire de l'acquisition, on veut aider en produit à faire l'acquisition. Mais si tu sais pas encore comment régler ce problème-là, tu me donnes la responsabilité aux équipes produits d'aller comprendre le problème et d'aller trouver elles-mêmes les meilleurs moyens de les régler. Et ça a énormément de valeur. Et après, rien t'empêche de venir les aider, toi en tant que CPO, de dire ok, moi je veux aussi faire des interviews, je veux aussi essayer de comprendre ce qui nous gêne dans l'acquisition, et on va se mettre d'accord ensemble ensuite sur les features qu'on met dans cet objectif. Mais faire tes roadmaps en objectif business, moi je trouve ça incroyablement puissant, et pour rien au monde j'ai envie de retourner en arrière. Et avec le recul, même si tu disais que tu n'avais pas trouvé de bonne solution, tu vois, un bon entre-deux pour que la roadmap soit efficacement communiquée dans la boîte, maintenant que tu t'es posé, que tu es sorti de Sunday et que tu as commencé un peu à documenter, tu vois, des choses que tu aurais pu mieux faire,
tu saurais un petit peu, enfin, tu saurais comment tu vois cette collab sur la roadmap? Est-ce que peut-être que tu as pensé à, tu vois, un minimum d'interaction toutes les semaines, tous les mois pour la mettre à jour? Qui est-ce que tu mettrais dedans? Tu vois, comment ça se ferait? Je pense que la solution est probablement du même côté que la continuous discovery versus l'exploration hardcore de 2 mois. C'est d'essayer d'impliquer les gens un peu au jour le jour, de créer des points d'interaction, de pouvoir justifier sur certains points en particulier pourquoi on a arbitré de telle façon versus d'autres, de manière à ce que les gens voient une partie du travail. Il est impossible d'expliquer tous les choix de la roadmap à toutes les équipes. Tu passeras ta vie et tu vas rien faire. Mais leur montrer que globalement, sur les 2-3 grosses interactions qu'ils ont avec toi, que leurs choix sont pris en compte, que leurs demandes sont prises en compte, qu'elles sont écoutées, qu'elles sont traitées, et qu'après, il y a une logique derrière la priorisation, c'est quelque chose de fort. Donc voilà, moi j'entends des boîtes qui font des product breakfast, j'entends des boîtes qui font des workshops avec juste les leaders, avec toute la boîte. Je sais pas ce qui marche parce que je l'ai pas essayé, donc j'ai pas envie de donner de conseils, mais je pense que ça va dans cette direction-là. Bon, écoute, tu feras des tests sur ta prochaine expérience et puis on revient dans 2 ans avec un peu plus de recul. Absolument. Si on revient un petit peu sur ce fameux rythme que vous suiviez chez Sunday, qui était vraiment de l'hypercroissance, ce qu'on voit un petit peu moins en ce moment en 2024, comment tu vois l'hypercroissance aujourd'hui? Est-ce que tu vois peut-être 2-3 challenges à évoquer qu'il ne faut pas louper quand une boîte est sur ce rythme-là, sur cette lancée? Ouais, absolument. Je pense que le premier challenge, et moi je me suis loupé là-dessus, c'est quand t'es en hypercroissance, ça va tellement vite. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de moments où tu subis, où tu cours. Le premier truc qu'il ne faut pas louper, c'est pas tomber dans la facilité de rester sur du superficiel. Quand tu es en startup et en scale-up, encore une fois, tu veux massivement challenger ce que tu fais, la façon dont tu le fais, de manière à trouver ton product market fit. Et un truc que j'ai fait à Sunday, c'est que j'ai pas mal poussé. À un moment, on a mis des softwares d'analytics, Amplitude et compagnie, et on a commencé à optimiser nos funnels, et on avait des résultats de ouf. On arrivait à les optimiser toutes les semaines. On améliorait les trucs, et c'était hyper excitant de voir les choses bouger concrètement, quoi, toutes les semaines. Et donc, on a fait beaucoup de ça. En fait, tu sais quoi, on a optimisé un funnel alors que le produit lui-même n'était pas encore suffisant pour atteindre le product market fit. Et du coup, on n'a pas appris sur notre produit en tant que tel, on a juste appris à faire des bons funnels sur un produit qui n'était pas le produit... Qui était mouvant, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ça suffisait pas. Mais c'était extrêmement rassurant de voir les chiffres bouger tous les jours. Donc voilà, je pense que rester superficiel, il faut pas faire d'optimisation de funnel avant d'avoir trouvé ton market fit, avant d'avoir des clients qui commencent à réagir. Ah, je veux ce produit, j'en ai besoin, s'il vous plaît, me l'enlevez pas. Avant que tu entends ces signes-là du marché, oublie Amplitude, oublie les analytics. C'est d'autres signaux quali un petit peu qu'il faut aller voir plutôt qu'aller brancher de la précision dès le début, quoi. C'est ça, il faut tout refaire. Tu vois, genre à Sunday, par exemple, tu vois, ce serait, tiens, tu sais quoi, si à la place d'un QR code, on mettait un petit machin électronique qui bip avec une lumière, je sais pas, tu vois. Mais c'est plus cet ordre de grandeur-là qu'il faut modifier avant d'être en pré-product market fit que l'ordre de grandeur de ah bah là, je vais pouvoir gagner 2% en plus parce que en fait, il y a des gens qui se perdent à ce niveau-là. Alors oui, tu veux enlever de la friction, c'est important. Et si tu as trop de friction, mettre le meilleur produit du monde, il ne marchera pas. Mais il ne faut pas trop en faire. Donc ça, je pense que c'est le premier problème. Le deuxième problème, on va pas y passer trop de temps, mais évidemment, c'est en hypercroissance, tu vas recruter. Et tu vas recruter beaucoup et il ne faut pas s'arrêter. Le jour où tu t'arrêtes, c'est le jour où tu prends du retard dans le recrutement. Et une fois que tu prends du retard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compromettre sur la qualité pour rattraper ton retard, sur la qualité de ta recrutement. Et donc, tu vas recruter des gens qui font 80% du boulot. Si tu recrutes 5 temps pleins qui font 90% du boulot, tu te retrouves avec 100%, un 100% qui n'est pas fait. Et ça va te tomber dessus ou ça ne va pas être fait et ta boîte, elle va pas avancer. Donc, globalement, il ne faut jamais compromettre sur la qualité en recrutement. Et comme il ne faut jamais compromettre sur la qualité, il faut recruter tout le temps quand on est en hypercroissance. Et le troisième point, c'est qu'il ne faut pas bloquer son orga. Qu'est-ce que ça veut dire bloquer son orga? C'est en gros, tes équipes, elles sont structurées d'une certaine façon pour répondre à tes problèmes business. Tes problèmes business, ils évoluent en permanence. Tes équipes, elles évoluent en permanence. Tu as des nouvelles personnes qui rentrent. Parfois, tu as des personnes qui sortent. Il faut que tu puisses restructurer les équipes quand il y en a besoin. Encore une fois, les équipes bénéficient de stabilité autant que faire se peut. Mais à Sunday, je pense qu'en 2 ans ou 2 ans et demi, on a probablement changé notre orga 4 fois. Donc complètement rechangé les équipes, comment elles travaillaient, etc.
Et à chaque fois, on a vu un boost de productivité massif, juste après. Quand tu dis changer l'orga, c'est quoi, par exemple? Tu as un exemple, par exemple? C'est-à-dire qu'en fait, un jour, on était structuré, par exemple, on avait 2 grands piliers, un pilier B2C et un pilier B2B. Donc un qui était vraiment concentré sur restaurant, un qui était concentré sur les clients finaux. Donc structuré par persona, si je comprends bien, en fait. Exactement. Et le lendemain, on était structuré par les solutions qu'on offrait. Donc la solution de paiement, puis la solution de review, puis la solution de loyalty, puis la solution de truc. Dès qu'on est passé comme ça, on a massivement accéléré. Et donc à chaque fois qu'on a restructuré notre orga, on a beaucoup accéléré. Donc ce que ça veut dire, c'est que même si on l'a fait 4 fois en 2 ans, ça se trouve, on l'a même pas assez fait. On aurait même pu le faire encore plus. Bon, je pense pas qu'il y a une limite aussi à combien de fois tu peux le faire. Bien sûr. Mais à chaque fois, on en a bénéficié. Et donc, il faut pas bloquer son orga. C'était quoi les signaux qui te faisaient te dire faut changer là, c'est le bon moment et c'est vers ça qu'on va? Ça dépend un peu des moments, mais tu peux avoir des équipes qui sous-performent massivement et tu sais pas pourquoi, parce que l'attitude est bonne, etc. Mais elles ont juste pas les bons problèmes. Elles ont pas leur impact business est trop faible par rapport à la quantité de code qu'elles mettent en prod. Donc c'est probablement qu'en fait elles sont mises sur un domaine. Bon, après tu peux avoir des problèmes de performance bien évidemment, mais si tu penses que c'est pas un problème de performance après ton audit, c'est peut-être qu'en fait juste le problème produit, le domaine produit que tu leur as donné, il est trop petit. Il n'est pas assez important dans le business aujourd'hui. Ça peut être ça peut être des équipes qui se tirent la bourre parce que ça peut être deux façons de faire. Si tu peux avoir un trou dans la raquette et personne ne veut prendre le problème, ou l'inverse, les 2 personnes veulent prendre le problème. Ça peut être des signes comme ça. Ok, hyper intéressant. Donc je t'ai coupé sur ton 3e point, je crois. Non, c'était fini. On a fini. Bloquer son orga, faut pas bloquer son orga, c'est une bêtise en hypercroissance. Bon, dans toutes les boîtes d'ailleurs, mais encore plus en hypercroissance où globalement tout bouge tout le temps. Et donc ton orga doit bouger pour répondre à ses besoins. Tu parlais justement tu vois, d'adapter l'orga en fonction de signaux que tu as vus. Tu as parlé de tension un petit peu entre les équipes. Tu as parlé du fait que certains se sentent un petit peu limités en termes de périmètre. Comment tu fais pour adapter l'orga produit et tech en fonction, tu vois, de plein de paramètres, dont la croissance de la boîte, ton contexte de boîte actuel? Comment tu fais pour faire ça? Il y a quelques gros principes, hein. Ils sont principalement pas de moi d'ailleurs. Il y a un bouquin qui est très bon là-dessus qui s'appelle Team Topologies, que je recommande. Mais en gros, il y a quelques gros principes qu'on peut suivre, et après, il faut vraiment s'adapter au contexte de sa boîte. Toutes les boîtes sont différentes, les individus sont différents, il faut s'adapter. Donc le premier principe qui est important, c'est le principe d'autonomie et d'indépendance de chacune des équipes. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que chaque équipe puisse avancer sans avoir à attendre une autre équipe. Donc notamment, ça a des implications tech. Il faut que tes stacks techniques soient suffisamment séparés pour que les équipes puissent avancer et mettre en production sans attendre l'autre. Mais ça a aussi des implications produits. Il faut que les domaines produits soient suffisamment séparés pour garantir justement cette indépendance de chacune des équipes. Moi, je fais un truc, je vais pas demain casser ta solution pour ta persona à toi, par exemple. Et puis ça a aussi des implications en termes de seniorité. Tu peux pas avoir que des juniors dans une équipe et que des seniors dans une autre, parce que du coup, sinon, l'équipe de juniors va en permanence dépendre des seniors pour créer des solutions un peu plus poussées, un peu plus complexes. Donc ça, je pense que c'est le premier principe, c'est le plus important, c'est garantir l'autonomie, l'indépendance des équipes. Le deuxième principe que je mettrais, c'est laisser aux équipes le choix de leur méthode de delivery. Ça, c'est assez contre-intuitif. Encore une fois, si on revient à l'esprit fordien, c'est quoi? L'esprit fordien, c'est de se dire, je vais trouver le meilleur process de delivery. Le meilleur process de delivery, c'est créer un ticket sur Jira, pousser le ticket de idée à in pipeline, de in pipeline à to do, de to do à truc, machin, etc. Et ce process-là sera le process parfait, on va l'améliorer au fur et à mesure du temps, et puis toutes les équipes vont le suivre. Le problème que tu as avec ça, c'est que tu as des équipes qui ont des problèmes et des façons de fonctionner qui doivent être très différentes. Par exemple, à Sunday, on avait une équipe qui était chargée des intégrations, donc qui travaillait avec des partenaires, qui faisait ces intégrations avec ses partenaires, et donc du coup, tu as des process assez longs, qui dépendent pas que de toi, sur lesquels tu as envie d'avoir beaucoup de contrôle qualité, etc. Et au contraire, tu avais des équipes qui étaient purement internes à Sunday, par exemple l'équipe concentrée sur le serveur. Voilà, comment on fait pour que le serveur, le produit soit meilleur pour notre serveur. Et donc là, ça dépend beaucoup plus de toi. Par contre, tu as beaucoup plus d'interaction et de recherche sur comment on fait plaisir au serveur. Ces équipes-là n'ont aucune raison de vouloir fonctionner de la même manière en delivery. Et donc, si tu commences à leur imposer des process,
tu vas forcément rendre l'une des deux pas contente, et probablement les deux. Et tu vas les ralentir. Donc en fait, il faut leur laisser la main. Si elles veulent bosser sur Jira, elles bossent sur Jira. Si elles veulent bosser sur Trello, elles bossent sur Trello. Si elles veulent juste parler et rien écrire, tant que ça te dérange pas, tant que ça te pose pas de problème dans ta communication, laisse-les faire. Laisse-les faire. Et je pense que ça, c'est un contrôle qu'il faut vraiment savoir lâcher. On vous laisse gérer votre delivery. Donc le troisième principe important, c'est le fait de ne pas avoir de trou dans la raquette. Donc ça, c'est un peu la contrepartie de dire il faut que les équipes soient indépendantes, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des problèmes qui soient adressés par aucune des équipes. Et donc ça, non seulement, ça doit être très clair au sein des équipes, mais ça doit être très clair pour l'ensemble de la boîte. Tu veux que le sales le plus junior de la boîte, qui est arrivé il y a un mois, il sache très bien, tiens, j'ai tel problème, je vais demander à telle personne, à tel PM, de m'aider sur ce problème-là. Donc ça doit être hyper important. Et puis après, le dernier, c'est un mélange de deux trucs, pas bloquer son orga, encore une fois, mais tant que tu peux, donner de la stabilité aux équipes sur les problèmes produits qu'elles abordent, sur les personnes avec qui elles travaillent, parce que les équipes qui se connaissent bien et qui connaissent bien leurs produits, c'est des équipes qui travaillent bien. On a parlé au tout début de recrutement, je crois que c'était le premier ou deuxième point. Tu nous as décrit un petit peu ton process de recrutement. Tu disais aussi que pendant 12-18 mois, il y a eu beaucoup de choses de fait, j'imagine des erreurs en recrutement. Est-ce que tu as peut-être 2-3 retours d'expérience à nous donner sur ce que tu as pu voir, toi, comme choses à bien faire et choses à éviter peut-être sur les sujets de recrutement ? Absolument. Le premier et le plus important de très 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 loin, c'est la qualité. Dès que tu as un doute sur un recrutement, en fait, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas recruter. Tu as un doute, il y a une raison pour laquelle tu as un doute. Si tu avais un temps infini pour vérifier tes doutes et pas vérifier tes doutes, oui, tu pourrais. C'est comme la Discovery, quoi. C'est ça. Mais tu n'as pas un temps infini, donc en fait, si tu as un doute, tu sais quoi, tu laisses tomber et tu passes à autre chose. La qualité, c'est tellement important. Je pense qu'il y a au moins un facteur 10 entre la productivité des très bons PM et des PM plus moyens. Il n'y a pas un facteur 10 sur les salaires, il n'y a pas un facteur 10 sur la complexité organisationnelle de recruter des managers. Avoir 10 PM, tu as besoin de 3 managers qui sont directeurs, trucs machin, etc. Et puis après, c'est toi en haut, CPO. Alors qu'avoir un très bon PM, ça va t'apporter la même valeur en termes de business. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est à condition que tu aies les moyens un petit peu quand même quand tu démarres. Il y a des boîtes qui ont aussi moins de moyens. Il y a des boîtes aussi qui ont moins de moyens, peut-être, tu vois, de recruter des seniors directement. Alors, oui. Mais en fait, j'ai envie de dire, vaut mieux aller trouver un senior en freelance du coup et le prendre 2 jours sur 5. Alors, non, je veux corriger ce que je dis parce que il y a des juniors qui sont incroyables. On parle pas de seniors et juniors. On parle de gens très forts et de gens moins forts. C'est ça dont on parle. J'ai eu des gens dans mes équipes qui venaient pas du produit, qui sont devenus les meilleurs de mes équipes, qui font partie des meilleurs de mes équipes, parce que c'est des gens brillants, et pas parce que c'est des gens qui ont eu 20 ans d'expérience dans le produit. Donc on parle pas senior, junior, on parle vraiment de la qualité des gens, de l'appétence qu'ils ont pour ce métier-là, de à quel point ils peuvent réussir dans ce métier-là. Et donc ça, il faut pas compromettre là-dessus. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si tu veux pas compromettre, il faut réussir à les attirer et il faut réussir à les retenir. Pour les attirer, je pense on en a parlé un peu au début, mais tu as plusieurs sujets. Le sujet numéro 1, c'est encore une fois ces gens-là que tu recherches, qui sont des gens qui ont faim, qui ont envie de changer des choses. C'est des gens qui vont venir dans des boîtes qui leur offrent le potentiel de grandir. Qui vont leur offrir des challenges clairs et beaucoup d'espace pour grandir. Et ça, il faut qu'ils le sentent à l'interview. Et puis après, il faut que tu leur donnes plus tard, bien évidemment, une fois qu'ils sont chez toi, pour qu'ils restent. Et la deuxième partie, c'est la qualité du process de recrutement. On en a parlé avant. On a gagné beaucoup de personnes face à des boîtes beaucoup plus grosses que nous, qui payaient des salaires plus hauts que nous, parce qu'on avait des meilleurs process de recrutement. Parce qu'on avait des process de recrutement plus clairs, plus simples, plus rapides. Qui donnait confiance à nos candidats sur notre capacité à leur offrir à nouveau cet environnement dynamique qu'ils ou elles recherchent. Le dernier point, c'est, je pense, en recrutement, et là, pour le coup, je me suis planté aussi. Sunday, on allait super vite. Sunday, c'est une fusée. Et ce que je me suis dit, pour une fusée, je veux recruter que des fusées. Donc, que des gars ou des filles
qui ont super faim, qui vont à fond la caisse, qui veulent tout changer tous les matins. Et c'est ce que je fais, j'ai recruté que des gens comme ça. Et puis au bout de 3-4 mois, j'étais en vacances, et puis j'ai deux de mes directeurs produits qui m'appellent et qui me font, en gros, qu'ils pouvaient pas se mettre d'accord sur un truc. Ils avaient 2 idées différentes de comment avancer sur un sujet. Ils pouvaient pas se mettre d'accord, et donc ils avaient besoin que j'intervienne. Et puis bon, en vacances, j'aime être en vacances. Mais bon, c'était pas si grave. Les deux avaient plutôt des bons arguments, on a tranché et puis on a avancé. Et au fur et à mesure, ça a continué. On avait tout le temps des frictions avec des gens qui voulaient tout changer, tout en permanence. Et les gens pouvaient plus se blairer. Plus se blairer. Non, c'était un grand terme, ça se passait bien, mais t'avais de plus en plus de tension dans l'équipe. Et ça s'est calmé quand j'ai commencé à recruter, on a commencé à recruter, un nouveau type de profil qui sont des rocks. Donc pas versus les fusées. Donc les rocks, c'est qui ? Sont des PM généralement un peu plus expérimentés, même si tu peux avoir tous les âges, mais généralement avec un peu plus d'expérience, qui adorent ce qu'ils font, qui se sentent au bon endroit dans la hiérarchie, dans leur boulot, dans leurs problèmes, etc., qui le font très très bien, mais qui ne remettent pas tout en cause tous les jours. Et avoir ces gens-là dans une organisation, ça te stabilise plus énormément. Posés, ils sont plus posés. Et je pense pas qu'il faille que ces gens-là. Je ne pense pas. Mais de la même manière, il ne faut pas que des fusées. Il faut un équilibre. Je pense que cet équilibre varie en fonction des entreprises. Mais même dans une entreprise qui va aussi vite que Sunday, globalement, ça commence à très bien se passer une fois qu'on avait au moins 40% de rock. Donc je pense que toutes les boîtes bénéficient de ces gens-là qui sont plus posés, qui sont plus, quelque part, moins insatisfaits. Je pense que ça a une valeur d'être insatisfait, parce que ça génère de la curiosité, ça génère du challenge, etc. Mais tu veux pas que des insatisfaits dans ton équipe. Tu as besoin de gens qui sont un peu plus posés. Quand on t'entend, Alex, et on va finir sur ce point, globalement, Sunday, tu vois, ça a été une aventure qui a été hyper rapide. Il y a eu beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'à t'entendre, tu vois, tout va très vite. On a l'impression qu'il y a eu une succession de choses qui sont très bien finies, qui ont très bien continué également. Est-ce que dans l'eau, il y a eu un échec que tu pourrais peut-être nous décrire, un truc, tu vois, qui pas qui te pèse, mais un truc qui vraiment qui t'est resté à l'esprit, où tu te dis, ouais, ça, vraiment, on aurait pu mieux faire. Ouais, il y en a clairement plus d'un. Hein. On a parlé un petit peu avant d'amener les autres équipes dans les roadmaps, etc., de créer de la confiance. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas été au top. Mais là, s'il m'en reste un gros, j'ai été une quiche finie pour créer une stratégie, une vision produit. J'ai pas réussi pendant 3 ans. Et je pense que Victor Luger, à la fin, il était désespéré. Genre, putain, mais pourquoi il n'y arrive pas ? Je pense qu'il y a, rétrospectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'y arrivais pas. La première, c'était vraiment que j'ai jamais mis suffisamment de temps dessus. On était dans le rush à Sunday en permanence. Et donc parfois, tu sais quoi, Victor me disait, Alex, on n'a toujours pas de vision pour on n'a toujours pas de strat. Quand est-ce qu'on en a une ? Et donc je m'étais, ok, allez, mercredi après-midi, j'enlève tous mes meetings et puis en 4 heures, je fais une strat pour ça. Ouais. C'est un peu couillon de penser comme ça. C'est un peu junior aussi de ma part d'avoir fait ça. En fait, une strat produit, c'est quoi ? C'est d'aller répondre aux problèmes de ton entreprise, aux problèmes business de ton entreprise, d'aller répondre aux problèmes de tes clients, d'aller répondre aux problèmes de tes fournisseurs, de ton écosystème, etc. Et de réussir à trouver le chemin qui va naviguer ça de la manière la plus intelligente qui soit. Ça, tu peux pas le faire en 4 heures. Parce que tu as besoin d'aller parler à tes clients, parce que tu as besoin d'aller parler à tes fournisseurs, parce que tu as besoin d'aller parler à ton head of sales, parce que tu as besoin d'aller parler au marketing, etc. Aucune chance de faire ça rapidement. Tu as besoin d'y passer beaucoup de temps. Et donc, en fait, tout essaie de faire une stratégie et allez, mercredi, j'ai fini, et vouer à l'échec. Et je pense que ça mérite vraiment de se poser et de se dire, ok, comment je vais créer ma stratégie ? Quels sont les gros points que j'ai envie d'identifier ? Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre sur mon écosystème ? Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre sur mon équipe, sur nos problèmes business, avant de pouvoir élaborer une stratégie ? Donc ça, c'est le premier point. J'y suis allé trop vite, j'ai voulu le faire trop vite, et donc à chaque fois, plutôt que faire un plan et de passer 10 après-midi à le faire, j'ai fait 10 fois une après-midi, et ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que le deuxième truc, c'est le deuxième et dernier truc qui fait que je me suis raté. C'est une caractéristique perso. Personnellement, j'aime quand ça avance. J'aime quand on met des trucs en donne.
J'aime quand il y a du rythme. Et donc, je suis pas du tout un perfectionniste. Donc ça m'aide beaucoup dans le run, ça m'aide beaucoup un peu tous les jours quand il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut mettre un rythme. La stratégie, la vision, je pense que ça demande d'être un perfectionniste. Donc pour ceux qui sont perfectionnistes, très bien, allez-y, faites de la strat les gars, ou les filles, ça va très bien se passer. Pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, il faut se forcer. Parce que la stratégie, en fait, c'est tellement important, ça t'emmène tellement loin que si tu fais un truc très bien ou un truc pas bien, tu as un rapport de 100 ou de 1000 sur la valeur que ça a. Parce qu'encore une fois, moi j'ai passé 10 après-midi à faire les strats, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien du tout. Si j'avais passé 10 après-midi à faire une strat, tu sais quoi, peut-être qu'on aurait compris des trucs de plus, peut-être qu'on aurait bougé plus vite vers des choses plus intelligentes. Et on aurait eu beaucoup plus d'impact. Donc pour tous ceux qui ne sont pas perfectionnistes, il faut se forcer sur la strat, il faut faire les choses bien, il faut prendre le temps parce que c'est pas facile, parce que c'est un exercice qui demande une attention à 100%. Trop bien. Eh ben écoute Alex, je crois que notre épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant qu'on boucle ? Non, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir ouvert ton expérience, ton cerveau aussi un petit peu pour voir comment tu fonctionnes, comment tu as réussi à discerner, tu vois, ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Franchement, trop cool d'avoir eu ton recul sur cet épisode. J'espère que ça aidera plein de gens. N'hésitez pas à nous faire vos retours aussi suite à la lecture de cet épisode. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, Tim. Merci beaucoup. Salut Alex.